Donc, globalement, nous, on essaye de se positionner de manière à accompagner les structures, finalement, sur ces trois aspects-là. Donc, à la fois accompagner les formateurs, à la fois leur faire une logique qui fait que ça coûte moins cher pour eux et qu'ils se sentent plus investis dans les serious games parce que toutes les années, ils vont avoir plusieurs activités pédagogiques qui vont être associées à ces serious games. Attendez, c'est compliqué en fait d'avoir deux ordinateurs à gérer en même temps. Alors, je voulais changer, je voulais mettre la table ronde. c'est ça. Alors, l'idée est de dire que nous, on veut utiliser ces serious games dans les écoles d'infirmières, à la fois dans la phase de conception, dans la phase d'utilisation et dans la phase d'évaluation des serious games. Et de faire que chacune de ces phases-là soit une activité pédagogique. Pourquoi ? Parce que on a... notre hypothèse de base était de dire que si les étudiants doivent se projeter dans la conception de ces serious games, ça va les faire apprendre. Vous en avez vu une autre type d'exemple avec le hackathon qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, c'est des moments où finalement les étudiants ils peuvent se projeter dans une problématique associée à leur métier. On leur demande de faire un serious game, mais au final c'est les problématiques métiers qui sont vraiment importantes et auxquelles ils arrivent à aller. Donc nous globalement on a fait 3 projets cette année sur 3 serious games différents pour 3 écoles différentes que je vais vous présenter rapidement. Alors le premier projet il a été fait vis-à-vis de l'IFSI Sud francilien, Chaptal, et qui est autour de l'éducation thérapeutique du patient. L'idée était de dire que il y avait très peu d'infirmières qui étaient formées à l'ETP et que à la suite, ça allait être de plus en plus le rôle de l'IFSI de former les étudiantes au niveau de l'ETP. Et donc l'idée était de faire qu'ils puissent accueillir plus facilement les différents patients pour arriver à organiser tout ce programme d'ETP. Le second serious game était lié à l'accueil du patient en chirurgie ambulatoire. Donc là, l'idée est de dire que les étudiants ont très régulièrement besoin de ces compétences-là, mais ne vont pas forcément faire un stage sur le sujet. Et nous, on essaie de le projeter dans les problématiques qu'il peut y avoir vis-à-vis de ces patients au moment de leur accueil. Le dernier serious game est, lui, pour la formation des infirmiers anesthésistes, où là, la question a été de préparer finalement la salle d'opération avant que l'opération soit faite, puis, dans une deuxième phase du jeu, l'accueil du patient. Je ne vais pas vous présenter précisément chacun de ces jeux, mais l'idée est de dire que globalement, on a des mécaniques qui sont plutôt issues de la mise en situation d'un côté, et d'autres mécaniques plutôt issues de jeux de l'autre côté. On essaie de trouver le bon niveau entre les deux. Et évidemment, comme on disait avant, c'était pas forcément facile, mais bon. Donc l'idée est de dire qu'à chaque fois, finalement, on va se retrouver avec une histoire, un scénario, où finalement, en fonction des informations qui vont être données à l'étudiant, il va devoir prendre une décision en fonction des informations qu'il va avoir. Derrière, il va devoir réaliser un raisonnement clinique pour arriver à dire que finalement, c'est plutôt cette hypothèse-là ou cette hypothèse-là qui est la plus pertinente. Dans le cas, par exemple, du bloc opératoire, il va devoir connaître certaines procédures et les appliquer sur des outils techniques. Et finalement, il y a des contraintes de temps dans la plupart des métiers. Et donc là, il va falloir arriver à se poser les questions de comment arriver à faire pour optimiser notre réalisation d'activité pour que finalement, on fasse notre préparation de salle le plus rapidement possible. Donc ça, c'était sur le côté mise en situation. Sur le côté mécanique ludique, rapidement, on peut dire que à chaque fois, on a essayé de se mettre des défis sur le temps, de pouvoir avoir des trophées qui étaient associés à des objectifs pédagogiques qui avaient été définis à l'avance.
À chaque objectif pédagogique, on associait des points. Chaque point était lié à un trophée. Ensuite, il y avait un environnement virtuel qui était présent et que, comme on a pu voir, ça peut intéresser certaines personnes de devoir aller découvrir finalement cet environnement. Et puis finalement, cette histoire d'optimisation est aussi quelque chose qui intéresse certains des joueurs, de se poser la question de la meilleure solution à trouver pour arriver à résoudre ce défi. Donc ça, c'est les 3 serious games que nous avons fait. Maintenant, je veux plutôt parler de la méthode pour concevoir, puisque moi je suis plutôt ici pour parler de ça. Alors bon, c'est une rapide vidéo de quelques secondes. L'idée est de dire qu'il y a une première étape où on va avoir des étudiants qui vont arriver à se poser des questions sur un scénario à réaliser. Pour réaliser ce scénario, on utilise différents outils pour modéliser finalement nos serious games, un outil plutôt associé au scénario en lui-même, d'autres outils qui vont être associés au fonctionnement des différentes machines par exemple. Voilà, on va en avoir différents. Et une fois qu'on a pu réaliser ça avec eux, on va pouvoir travailler de notre côté et puis faire un cycle d'aller-retour comme ça avec les étudiants. Pour revenir sur le cycle de vie global de nos serious games, donc on a une première étape où on va avoir une définition finalement de qu'est-ce qui est important vis-à-vis des choix des serious games, où là finalement on va le voir avec le directeur d'IFSI parce qu'il veut cadrer la direction pédagogique. Puis ensuite on va le préciser avec les formateurs qui sont plus spécialisés là-dedans et qui eux voient là il y a un problème sur ce point-là plus spécifiquement vis-à-vis des étudiants, et donc là on va essayer de débloquer ce problème-là. Ensuite, une deuxième phase, donc ça va être la partie conception du scénario, donc c'est l'image que vous avez vue dans la petite vidéo, où la question va être de, finalement, faire se projeter les élèves dans des problématiques métiers qu'ils ont, et en fonction de cette projection, d'arriver à en tirer un scénario. Et petit à petit, ce scénario, on va le transformer de plus en plus en serious game. Troisième étape, donc on va produire différents prototypes de ce serious game de manière à pouvoir échanger avec les étudiants pour finalement arriver à améliorer les choses. Et pour finalement arriver à une version stable finale qui fonctionne. Dernière étape, prochaine étape plutôt, c'est ce serious game, il est utilisé par des étudiants, mais plus les mêmes. Là, on était avec les étudiants qui étaient expérimentés, qui ont déjà eu les cours, qui ont déjà potentiellement été en stage. Là, on parle plutôt à des étudiants néophytes pour l'utilisation du serious game. Et enfin, l'évaluation. Donc ça, potentiellement, on a conçu le scénario, on l'a utilisé une première fois avec des étudiants de première année. La deuxième année, on va reprendre des étudiants toujours expérimentés, et on va leur demander de réfléchir à un protocole d'évaluation. Et donc là, ça va être à eux d'évaluer les étudiants de première année. Donc voilà, l'idée, il va être toujours de se trouver la question de comment arriver à impliquer au maximum les étudiants, et de fait, en fait, les formateurs, dans la vie de ce serious game. Parce que pour nous, ce qui semble vraiment important là-dedans, c'est que ce serious game soit le serious game des étudiants, et non plus le serious game qu'on produit nous. Alors, là la question est de savoir sur comment on va utiliser serious game. Nous on se positionne sur différents moments. Donc un moment d'éveil au début, où là ça va être de la sensibilisation. Donc là ça va être avant tout le cours. Donc là finalement, on va dire que ça doit être des serious games qui doivent être relativement simples, qui va plus servir à choquer, parce que finalement l'étudiant il avait pensé que ça allait se marcher d'une certaine manière, alors que non. Et donc là du coup on l'interpelle. Ensuite ça peut être servi dans une deuxième étape qui est après finalement les cours, et ça va être plutôt de l'ancrage ou de la mise en contextualisation des connaissances dans une situation professionnelle. Troisième phase, donc soit la conception, soit l'évaluation du jeu. Donc là, c'est quelque chose qu'on essaie de positionner plutôt derrière un stage ou une première activité pré-professionnelle. Donc, c'est pas nous qui les avons vraiment positionnés de cette manière-là.
ces utilisations du serious game. C'est finalement avec les formateurs qu'on a pu voir là où c'était le plus intéressant de les placer. Et ça, c'est la conclusion de notre échange avec eux. Mais on peut voir que finalement, ces différentes phases-là, elles peuvent être associées à des niveaux de connaissances qu'on peut avoir sur un sujet en particulier. Donc là, moi, je me base sur la taxonomie de Bloom, qui est très ancienne, c'est quelque chose des années 50, donc bon, on peut discuter de cela, mais l'idée, c'est de dire que finalement, plus on va avoir un niveau important sur une connaissance, plus on va être capable de l'analyser, enfin, d'abord de la comprendre, l'utiliser, l'analyser, puis l'évaluer. Et donc finalement, on peut se dire qu'il y a différentes étapes du cycle d'apprentissage où on peut utiliser ces serious games. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé auprès de 3 formations. On a à chaque fois positionné des évaluations pour se rendre compte de l'impact de notre méthode. L'idée est systématiquement de positionner cette évaluation-là. Dans un premier temps, en fait, c'est soit nous, soit des évaluateurs extérieurs qui ont avant réalisé cette évaluation. Dans un deuxième temps, pour nous, la question est de le faire par les étudiants. Au moins une partie protocole et la partie la plus simple de l'évaluation. Alors, je vais vous présenter juste rapidement une des expériences qu'on a faites, et les autres j'irai dans les grandes lignes, juste pour les conclusions. Donc ça a été notre première expérience. L'idée est de se poser la question de savoir si la conception d'un serious game était utile pour les étudiants. 1, au niveau de la motivation, 2, au niveau des connaissances, 3, au niveau de la professionnalisation. Voici les 3. Pour arriver à évaluer ça, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée est de dire qu'on a fait des pré-tests, post-tests, et surtout, on a utilisé un patient standardisé comme activité finale de cette phase de co-conception, de manière à mettre l'étudiant dans une situation proche d'une situation professionnelle, où donc il était face à un acteur qui jouait le rôle du patient, et puis il avait à réaliser son acte, où là, pour le coup, c'est conseil. L'idée était de prendre une situation qui était à la fois proche de celle qui avait été utilisée pendant les phases de co-conception, mais quand même suffisamment éloignée pour que ce ne soit pas directement les mêmes choses. L'idée est de dire que, bon, globalement, pour la motivation, ça a plutôt bien marché. Ah oui, bon. Ça a été réalisé auprès de assez peu d'étudiants, c'est-à-dire 12 séparés en plusieurs groupes. Voilà. En fait, ces étapes de conception, c'est assez difficile à évaluer de manière qualitative, puisque finalement chaque groupe en lui-même correspond à qu'une seule mesure d'évaluation. Donc on n'est pas du tout dans ce type d'évaluation de nos jours, c'est plus pour pouvoir avoir des tendances qu'autre chose. Pour arriver à passer sur une évaluation grande échelle, il va falloir un certain nombre de projets pour que ça puisse se faire. Mais globalement, les tendances sont de dire que finalement, en termes de motivation, le fait de se retrouver dans des petits projets comme ça, où il y a un rendu qui peut avoir un impact, ça motive énormément les étudiants. Ça les positionne dans une situation où la relation prof-élève est totalement réinventée. Et il se trouve donc que c'est plutôt une relation de tuteur que le prof va avoir. Et finalement, dans cette logique où c'est des étudiants qui sont en fin de formation, ça développe l'ego des étudiants. C'est pas le bon mot. En tout cas, ça leur permet de se mettre plus proche de leur situation professionnelle. Et c'est clairement quelque chose auquel ils attendent et ils veulent à ce moment-là de leur formation. Et clairement, en termes de professionnalisation, on a pu voir que ceux qui avaient réalisé ces phases de co-conception, ils se sentaient plus à l'aise dans la situation qui avait été faite au niveau du patient standardisé. Est-ce que j'ai tout dit? Moi, j'ai l'impression que c'est ce que je viens de dire. Bon, voilà, donc clairement, il faut limiter ce genre de conclusion à
son rôle, c'est-à-dire des tendances. Pour nous, c'est clairement un bon positionnement dans le sens où on se dit qu'il est intéressant pour les structures de s'engager le maximum possible au niveau des serious games parce que finalement, on se retrouve avec une partie des formateurs qui sont pro-serious game et une autre partie qui sont pas spécialement convaincus et que si on n'accompagne pas les formateurs, on n'arrivera jamais à une situation où les serious games sont admis et utilisés couramment dans les structures. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres expériences qui sont en cours ou qui viennent d'être réalisées. Par exemple, une expérience qui a été de savoir si il était important d'avoir un débriefing ou pas de débriefing après le serious game. L'analyse elle est en cours, mais globalement l'idée est de dire que finalement dès qu'on se retrouve sur un jeu où les erreurs ont besoin d'être expliquées et que les feedbacks numériques ne sont pas suffisants, ne sont pas suffisamment précis et qu'il y a besoin d'avoir un discours, un échange avec le tuteur, il est évident que ce débriefing est utile. Dans certains cas, ça peut quand même être fait en amont et peut-être avoir, chacun chez soi, et puis finalement se retrouver à avoir ce débriefing qui est fait un jour, 2 jours après. Ça pourrait peut-être être jouable. Donc, globalement, nos différentes expériences là-dessus nous amènent à penser que, globalement, les étudiants veulent des serious games et ils veulent qu'ils puissent être mis dans la formation, et que ce n'est pas eux qui sont un frein. Que pour les formateurs, c'est une position qui n'est pas forcément simple à adopter parce que ça change leur rôle. Ils ne maîtrisent pas totalement l'aspect technique et puis finalement leur nouveau rôle. Et du coup, ils peuvent être un petit peu stressés par cette nouvelle situation. Et il est important de trouver les bons outils, plutôt les bons moyens, pour les rendre plus confiants dans cette utilisation-là. Bon, pour les débriefings, clairement, nous on pense qu'il reste tout à fait important. Il y a un autre point qui ressort qui me semble assez intéressant de relever, parce que finalement, les acteurs qu'on est des serious games mettent souvent en avant la pédagogie active comme étant la solution ultime à tous les maux. Mais c'est vrai qu'il faut bien voir que certaines personnes, que ce soit parce qu'elles sont timides ou autres, ne se sentent pas bien dans cette situation-là. Le fait de leur obliger la participation, c'est des fois discutable. Donc voilà, il faut trouver la question de comment arriver à faire pour sélectionner les bonnes personnes pour faire ces co-conceptions, et même globalement cette pédagogie active. Est-ce qu'elle peut être utilisée par tout le monde ? Parce que finalement, des fois, voilà, on se retrouve dans des situations où si ces personnes elles sont pas confiantes en elles-mêmes, elles se retrouvent plus braquées qu'autre chose, elles ont un petit peu honte de leur, de parler et ça ne convient pas. Donc voilà, là c'est vraiment une question que je pose plus qu'autre chose dans cette conclusion. Et enfin, petite remarque, il est évident que notre méthode, c'est pas la méthode parfaite et notre but là-dessus, c'est vraiment de trouver le maximum d'acteurs qui peuvent nous aider à nous amener dans cet accompagnement. Donc par exemple, voilà, dans les idées qu'on a qui nous semblent évidentes, il y a le groupe d'experts qui peut avoir sa vision globale sur le côté véridique de l'information. Le fait qu'il y ait des concours, un petit peu comme le Gamaton, c'est quelque chose qui nous semble être très intéressant pour la motivation et puis une forme de compétition entre groupes. Et puis bien sûr, si vous avez d'autres idées, on est preneur. Voilà, merci. Merci infiniment, merci pour cette présentation. On a le temps pour une question. Ah, donc en fait, je voulais réagir à un truc où à un moment où tu disais tous les étudiants veulent des serious games et après tu as compensé ça avec